Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour les tops et les flops des films de 2023. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et puisse 2024 vous être agréable. En tout cas plus que ce que mes calculs indiquent. Comme d'habitude, je ne vais pas uniquement vous parler de films sortis en 2023, mais surtout des longs métrages que j'ai personnellement découverts cette année-là. Donc, il peut y avoir du très récent comme du très ancien. Pourquoi D'une part parce que je galère systématiquement à suivre l'actu, je déteste aller au cinéma et je préfère attendre les sorties en DVD Blu-ray. Et enfin, des youtubeurs ciné qui vous font des top flops sur les sorties de l'année, il y en a déjà 50 000, donc je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. Et pour finir, n'oubliez pas que même si j'ajoute des arguments, mes classements sont subjectifs. C'est pour ça que les plus basses places du flop ne sont en soi pas de si mauvais films que ça. C'est surtout que c'est parmi les longs métrages que j'ai le moins apprécié. Ouais, en fait, j'ai pas vu tant de boosts que ça cette année. Bien, on s'y met. What the fuck? J'ai mis du temps à le voir ce film, et c'était plutôt bien. Le film, dès le début, te précise qu'il est tiré d'une histoire vraie. Plus tard, à un moment où la situation a vraiment dégénéré, tu as un nouvel encart qui te précise « Ce film est toujours tiré d'une histoire vraie ». Première chose que j'ai fait quand j'ai fini le visionnage, ça a été de chercher des infos sur le net. Et oui, c'est vrai, c'est vraiment arrivé! L'histoire, c'est que 3 culturistes vont se lancer dans un coup fumant, enlever un homme d'affaires, pour le forcer à verser tout ce qu'il possède. Le problème, c'est que les 3 guignolos sont des gros débiles, l'expression tout dans les muscles, rien dans le crâne, elle a été inventée pour eux, et globalement, c'est un bon film. Donc je suppose que vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'il fout dans les flops dans ce cas? C'est juste un avis personnel en vrai. J'ai pas vraiment de reproche à lui faire, hein. L'histoire est cool à suivre, c'est assez marrant. Seul vrai reproche, c'est que le film commence par un flash-forward, mais c'est surtout que c'est pas le genre d'ambiance et d'intrigue qui me fait particulièrement planer. Donc, malgré ses qualités, je pense pas que je le reverrai un jour. Maintenant, ça reste un très bon film, et si c'est votre kiff, je peux que vous conseiller de le voir. Film d'animation particulièrement célèbre, et qui bénéficie d'une certaine aura, notamment sur le net avec un certain nombre de mèmes, et que je n'avais jamais eu l'occasion de voir jusqu'à présent. Est-ce que j'en suis heureux? Ouais, c'est sympatoche. Ça a le mérite de varier un peu la formule classique des Disney Pixar. Maintenant, niveau doublage français, il y a à boire et à manger. Il y a quelques persos dont le doublage ne m'a absolument pas convaincu. Notamment le personnage de Shell. Tout le peuple d'Eldorado parle un français parfait. C'est la seule à avoir un accent. Déjà pour te bousiller l'immersion, bonjour. L'histoire est plutôt cool, assez osée pour un dessin animé de l'époque. Il y a quand même pas mal de sous-entendus, et 2-3 scènes avec les mecs à poil. Par contre, les chansons sont insipides. Je n'ai rien ressenti quand elles sont arrivées. Ni émotion, ni hype. Les musiques, je les ai oubliées à la seconde où elles se sont achevées. Après, soyons honnêtes, les dessins sont très beaux. L'animation est fluide. À ce niveau-là, j'ai quasi aucun reproche à faire au film, sauf certains passages en 3D qui sont pas très beaux. Donc voilà, pas le genre de film que j'ai particulièrement envie de revoir de sitôt, mais j'ai pas non plus envie de lui cracher dessus. Alors, l'histoire se déroule dans les États-Unis des années 1950, où l'on va suivre le détective privé Howard Angel, qui se retrouve engagé par un étrange client pour retrouver un chanteur de charme qui aurait disparu depuis de nombreuses années. C'est un bon film, sorti l'année de ma naissance en 1987, et qui va suivre une série de pistes clairement marquées par le surnaturel. Et c'est probablement un des points noirs que j'ai avec le film, c'est très prévisible. Je suis désolé, première scène où tu vois Robert De Niro, le mec a les cheveux longs, la barbe, les ongles griffus, il a signé un contrat avec le chanteur, évidemment que c'est le diable! Vous allez pas me faire croire que quelqu'un a pas pu le deviner! Quelqu'un de très jeune, à la limite, ou qui a pas beaucoup de culture pop. Mais sinon, non. Pareil pour le dénouement final, je l'avais deviné depuis le début. Probablement que dans les années 80, il y avait plus de chances d'être surpris par les révélations, mais aujourd'hui c'est mort quoi, c'est
sinon le film est plutôt bien. J'ai pas de véritable défaut à lui reprocher. Il y a eu quelques moments où effectivement je me demandais pourquoi le héros était à tel endroit et qu'est-ce qui l'avait amené à cette déduction, mais globalement ça passait. Donc perso, je le reverrai sans doute jamais, mais ça peut être une bonne petite découverte. Ok, là je vous cache pas que ça va être assez compliqué. Pleasure, c'est l'histoire de Bella Cherry, une jeune Suédoise qui débarque aux États-Unis dans le but de faire carrière dans le porno. Et je préfère vous prévenir tout de suite, si vous êtes un peu trop sensible ou que vous n'êtes pas à l'aise avec la nudité, ne regardez pas ce film. Parce que des nichons, des chattes et des tubs en érection, vous allez en voir un paquet. Bon là, il y a aucune scène de pénétration non plus, donc c'est très érotique, mais il y a rien de pornographique. Par contre, certaines séquences sont assez brutales et peuvent vous traumatiser si vous n'êtes pas un minimum averti. Du coup, il y a toute une ouverture au monde de l'industrie pornographique, dont on peut reconnaître quelques têtes un peu célèbres, genre que ce soit parmi les agents comme Mark Spiegler, ou des actrices telles que Kendra Spade ou Evelyn Clare. D'ailleurs, petite anecdote qui m'a fait beaucoup rire quand je m'en suis rendu compte, les actrices mainstream, on va dire, sont très souvent en nu complet, là où les vraies actrices porno du vrai monde de la réalité véritable ne se dénudent jamais. C'est original comme concept. Du coup, le film a une critique que je trouve assez réaliste sur la pornographie, puisque ça détruit pas mal de clichés. Oui, il y a des réalisateurs qui sont des manipulateurs, il y a des comédiens, hommes ou femmes, qui sont des pourritures, il y a même, notamment la scène la plus difficile du film, où l'héroïne participe à un tournage assez extrême, et quand elle dit qu'elle veut arrêter, le réalisateur se montre extrêmement sournois et manipulateur pour la forcer à continuer. Et des échos que j'en ai, ouais, ça peut facilement arriver. Pas que dans le porno d'ailleurs. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnages qui sont ultra prévenants, extrêmement gentils avec l'héroïne. Par exemple, à un moment, elle tourne une scène de BDSM, et on a au moins 5 minutes d'explication pour s'assurer qu'elle a bien retenu tous les mots et les gestes de sécurité pour tout arrêter. Le tournage a lieu, avec des scènes quand même assez brutales, puis on arrête de filmer, et tout le monde vient voir Chérie pour s'assurer comment elle va. Ça va, c'est pas trop serré, tu veux boire quelque chose, Donc voilà, il y a du bon et du mauvais, quoi, Je suis cependant un peu circonspect sur le côté improvisation des tournages. Ok, ce sont des scènes de sexe réelles, mais de là à se dire que toute une scène peut être modifiée sur un simple coup de tête, ça me paraît un peu bizarre, comme... genre, la fameuse scène ultra violente, t'as l'impression que l'héroïne a juste débarqué sans savoir ce qu'allait lui arriver. Vous allez me dire que personne lui a donné de script, avec toutes les insultes et maltraitances qu'elle peut subir? Et autant, après, je comprends l'agent qui se fait engueuler quand elle l'accuse de pas l'avoir protégée, c'est elle qui a voulu faire des trucs ultra extrêmes alors que son agent la mettait en garde, et là encore, contre l'avis de l'agent, elle n'a même pas regardé le genre de vidéo qu'il faisait pour savoir à quoi s'attendre. Mais enfin, faut pas déconner. T'envoies pas une actrice toute seule sans protection dans un milieu qui fait des tournages ultra violents. Donc franchement, si ces points-là sont vrais, et je pense que c'est le cas parce que la réalisatrice a l'air de savoir de quoi elle parle, faut impérativement intervenir et changer des trucs. Sinon, pour le film en lui-même, j'ai un gros point noir avec le perso principal. Pas que l'actrice soit mauvaise, loin de là. D'ailleurs, tous les acteurs sont très bons. Non, mon problème, c'est le personnage de Bella Cherry. Parce que je ne pige pas son objectif. Elle a quitté la Suède, soi-disant qu'elle trouvait les gens là-bas trop cinglés. Ok. On sait pas pourquoi. Ensuite, elle décide de gravir au plus vite les échelons dans le porno. Tu sais pas pourquoi. Alors ouais, c'est sous-entendu qu'elle serait tombée amoureuse d'une autre actrice porno qui elle était déjà dans le top, donc que ce serait potentiellement pour elle qu'elle a voulu grimper les échelons aussi vite. Et encore, parce que ça pourrait être juste qu'elle admire une des célébrités du milieu et qu'elle a envie d'être au même niveau. Tout ça pour, une fois qu'elle est arrivée au sommet de sa gloire, après toutes les crasses qu'elle a pu faire et subir, elle a l'air de se barrer sans se retourner. Littéralement, la meuf, tu sais pas d'où elle vient au début, tu sais pas où elle va à la fin, et t'as aucune idée de pourquoi elle a autant insisté pour faire des trucs extrêmes. Si ce n'était pour montrer les parties les plus hardcore du porno. Et du coup, ça aurait peut-être été plus sage de faire un docu-fiction plutôt qu'un film à part entière. Donc, est-ce que c'est un bon film? Objectivement, oui. C'est bien tourné, les comédiens sont bons, mais j'ai quand même moyennement envie de vous le proposer. C'est un film qui a des scènes très dures, qui est souvent cru avec les termes et la nudité, donc là encore, si c'est pas votre cam, vous risquez de pas être à l'aise. Mais mon gros problème, c'est l'héroïne. Je ne piche pas son comportement, qui est
complètement autodestructeur, et assez malsain qui plus est. Meuf, t'as fait des crasses à ta meilleure pote, je vais pas pleurer, parce qu'elle t'en veut et que tu te l'es foutu à dos. Assume! Donc à vous de voir, mais pour moi c'est non, je le reverrai pas. Oh là, oh là. Alors, nouveau plongeon chez Marvel. Le roi T'Challa meurt d'une maladie foudroyante. Alors que, sauf erreur, l'Herbe-Cœur était censé le protéger des maladies. C'est donc un royaume en deuil, mais également cerné par toutes les nations du monde, qui souhaitent mettre la main sur ses ressources en vibranium. Sauf qu'à force d'en chercher partout, les Américains vont se mettre à dos le peuple de Namor, un être aquatique d'une puissance phénoménale, et le Wakanda va se retrouver pris entre deux feux. De toute la phase 4 du MCU, j'aime beaucoup les séries. Pour ce qui est des films, je suis un brin plus mitigé. Black Widow est bon mais sans plus. Shang-Chi est oubliable. Spider-Man No Way Home est à vomir. Et Thor Love and Thunder au secours. Par chance, on a eu le pas parfait mais plutôt bon Les Éternels. Et l'excellent Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Black Panther 2 vient lui aussi relever un peu le niveau. Car j'ai beaucoup aimé tout le principe du deuil, la colère vengeresse que peut avoir Shuri, ce qui est compréhensible quand on voit tout ce qu'elle se mange dans la gueule. Elle est très convaincante en nouvelle Black Panther, même si faut attendre quoi 2 heures avant qu'elle enfile le costume. Voilà. J'aime beaucoup le côté méso-américain qui a été donné au peuple de Namor. Je sais pas si c'est Aztèque, Maya ou Inca, et je préfère pas je préfère pas essayer de me planter. Et heureusement, Namor a un chara-design qui est vraiment original et classe. Parce que je vous jure que le Namor des comics, on fait pas plus lambda et inintéressant. Au niveau du scénario, globalement j'ai pas vu d'incohérence. Bon, la scène post-générique, tu te demandes un peu à quoi elle sert. Par contre, il y a eu un gros oubli dans le film. Elles sont où les retombées politiques ? Non, parce que depuis le début, on sous-entend que le Wakanda est seul contre le monde entier, et pire encore, on le soupçonne d'avoir commis les attentats terroristes de Namor. Sauf qu'à la fin du film, l'existence des Atlantes est toujours pas révélée. Ce qui veut dire que l'opinion publique est toujours en train de se dire que le Wakanda fout la merde. Après, ça peut être un très bon matériau pour les suites. Mais bon, vu que c'était un point assez important soulevé dès le début du film, tu t'attends à ce qu'on en reparle un minimum à un moment ou à un autre. Mais le plus gros point négatif, à mon sens, ce sont les effets spéciaux. Alors, évidemment, il y a des incrustations qui font tâche, mais là, chez Marvel, ça commence à devenir récurrent. Mais aussi, à plusieurs reprises, et notamment pendant le climax, je me suis dit, mais on est retourné à l'époque de la PS3 ou quoi ? C'est dégueulasse ! Je sais pas si c'est moi qui commence à vraiment pinailler sur la CGI ou quoi, mais là je serai Disney, je commencerai à me dire, ouais, faut peut-être ralentir le rythme, histoire de s'assurer qu'on ne sort pas des trucs à moitié finis. Un de ces quatre, on va se retrouver avec une méga grève de tous les studios de SFX, ça va encore plus foutre les productions dans la merde que les grèves des scénaristes, et les mecs vont se demander d'où ça sort. Dernier petit truc qui m'a choqué, les membres du peuple de Namor ont la peau bleue, mais uniquement à la surface. Quand ils sont sous l'eau, elle redevient brune. Et c'est pas genre, ils ont plus d'air, donc ils changent de couleur. Non, c'est des fois, même quand tu les vois sortir à peine ça, t'as ça qui est bleu, t'as ça qui est brun. Il y a un problème là. Alors peut-être qu'on peut le justifier d'une manière ou d'une autre, mais vu que c'est jamais fait, ça fait juste bizarre en fait. Donc voilà, c'est pas un mauvais film, mais je le trouve pas particulièrement marquant. Et pour un film qui était vraiment censé être un hommage posthume à Chadwick Boseman, c'est un peu dommage quoi. Le titre était prémonitoire, je crois. Dans un ranch des États-Unis dédié au dressage des chevaux, le propriétaire et sa sœur vont être témoins d'un ovni qui pose des problèmes du genre coupure électrique et enlève des chevaux. Je vais être franc tout de suite, je ne considère pas Nope comme un mauvais film. Je trouve qu'il est très bien filmé et réalisé, mais il a quand même de gros défauts. Déjà, toute une partie de l'histoire tourne autour des chevaux, et vu que je ne suis pas un grand amoureux des chevaux, déjà une partie de mon intérêt était perdue. Et en plus, je trouve le rythme global du film assez lent. Il y a toute une partie sur une histoire, sur une sitcom dans les années 90, avec où un chimpanzé est devenu dingue sur le plateau et a commis un massacre. Tu dis, il y a forcément un lien avec l'OVNI ou quelque chose du genre. Non, je ne comprends pas à quoi sert cette partie de l'histoire. Parce qu'elle est vraiment importante en plus, hein.
Elle commence le film, on a un gros flashback qui lui est dédié, plusieurs même il me semble. Alors si ça avait été pour développer le caractère du personnage qui y est lié, encore pourquoi pas, mais le perso en question est pas très important et il disparaît assez vite de l'intrigue, donc vraiment, je ne vois pas l'intérêt de ce segment. À part ça, je trouve le principe de cet ovni très intelligent. Je trouve que c'était une manière très originale d'aborder le principe des soucoupes volantes et tout le reste. La manière dont les héros réussissent à le combattre et finalement à le vaincre, là aussi c'était très bien pensé. Après, on peut se demander pourquoi ce titre ? Pourquoi Nope ? Franchement, tu regardes un film qui s'appelle Nope, tu te dis, ça va être une comédie, ça va être un petit délire, et en fait pas du tout, c'est quasiment un film d'épouvante. Il y a juste eu une ou deux scènes où effectivement je m'étais dit, ouais, je serais à la place des persos, je penserais la même chose, c'est nope, je sors pas, nope, j'y vais pas. Donc voilà, si vous pensez que ça peut être votre style, moi perso, ça m'a pas plus marqué que ça. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, les films Grindhouse sont un diptyque sorti en 2007 par Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, afin de rendre hommage aux vieux films d'exploitation des années 70. J'avais vu l'autre épisode, à savoir Planète Terreur, à sa sortie, et j'en garde un plutôt bon souvenir. Maintenant, est-ce que c'est ma nostalgie qui parle ? Mais j'avais jamais eu l'occasion de mater son jumeau, à savoir Boulevard de la Mort. L'histoire est celle de Stuntman Mike, un cascadeur, enfin, il se prétend cascadeur, on n'a jamais aucun contre-argument dessus, qui est un tueur en série qui aime s'en prendre à des jolies jeunes femmes, et son arme fétiche est sa voiture, une voiture tunée afin de protéger son conducteur de la mort à 100%, d'où le titre original Death Proof, à l'épreuve de la mort. Sauf que, même en gardant en tête que c'est un film fait pour rendre hommage aux nanars des années 70, ce qui peut éventuellement bien faire, hein. Je suis pas un expert en cinéma, donc je pourrais pas faire de critiques intéressantes dessus. La vraie question c'est, est-ce que c'est un bon film ? Bof. Le problème étant notamment dû à son rythme assez bâtard. Par exemple, la première moitié du film va nous faire suivre un groupe de jeunes filles, parmi les plus inintéressantes que je connaisse. Non, j'en avais rien à foutre qu'elles crèvent ou pas. Et elles se font toutes massacrer. Sauf que c'est censé être l'intro. Et ça dure près d'1 heure. Le vrai film, avec les vraies héroïnes, il ne commence qu'après. Les vraies héroïnes sont plus intéressantes à suivre et mieux développées, même si t'as quand même des moments où t'as envie de les traiter de connasses. J'ai bien aimé le coup du tueur qui, une fois qu'il a perdu tous ses avantages, bah il se met juste à supplier ses victimes parce qu'il a aucun autre moyen de les avoir. Un truc très con, c'est que le principal avantage du tueur, donc sa voiture ultra protectrice, n'a aucun intérêt dans la deuxième partie. Attendez, on pourrait dire que c'est une bagnole complètement lambda, que ça ne changerait rien. T'as une bagnole qui est censée être indestructible. Donc pendant la course-poursuite, tu t'arranges pour que ce soit toi qui les poursuive, et t'as à nouveau l'avantage. Du con. J'aurais aussi une critique visuelle, parce que comme Planète Terreur, l'image est volontairement salopée, histoire de ressembler à un film projeté dans une salle de cinéma des années 70. Sauf qu'à la moitié du film, pendant 5-10 minutes, ça passe en noir et blanc, et après, la couleur revient, et tous les défauts de la pellicule ont disparu. Ah, j'ignorais que les films des 70s perdaient leur couleur avant de passer à la HD. Donc bref, le film a quelques bonnes idées, mais je trouve le métrage trop étiré, que le rythme n'est pas maîtrisé, certains éléments font très facilité scénaristique, ouais, je le trouve vraiment pas exceptionnel, et je vous conseille pas de le mater, c'est pas un spectacle intéressant. L'histoire est celle de Friedrich Murnau pendant les années 1920, alors qu'il tourne son plagiat de Dracula, Nosferatu. Sauf que le film en question s'intéresse à une légende qui a réellement circulé à l'époque, l'idée selon laquelle Max Schreck, l'interprète du comte Orlok, serait un véritable vampire. Alors autant prendre Willem Dafoe et ses ritus démoniaques pour incarner Schreck, je dirais que ça coule de source. Cependant, j'ai vu le film Nosferatu. Ça fait un bail mais je l'ai vu. Sauf que quand vous voyez la gueule de Orlok du début du XXe siècle,
Bah le maquillage de défaut à côté, il fait un peu léger quand même. Les oreilles sont moins longues, le crâne est moins bosselé, les dents ont l'air presque normales. En dehors de ça, évidemment qu'il y a eu des changements, que les acteurs sont pas les mêmes, même si globalement, l'ombre du vampire réussit à reprendre certains passages du métrage originel. Je crois qu'il y a même carrément des extraits de l'original, mais globalement ça témoigne d'un certain respect pour l'œuvre. Enfin, le peu de respect que cette œuvre est censée mériter, mais bon. Mais en dehors de ça, j'y vois pas trop l'intérêt de l'ombre du vampire en fait. Les seules scènes qui pour moi étaient intéressantes, c'était celle de Shrek, qui soit laissait entendre son émerveillement face à la technologie, soit le passage où il explique une partie de son passé. En dehors de ça, l'origine de sa rencontre avec Murnau est expédiée en un dialogue. Les raisons pour lesquelles Murnau tient à faire son film, néant, ou alors j'ai vraiment pas écouté. C'est un bel hommage à un long métrage que je n'aime pas, mais qui est quand même bien fait. Mais c'est ça le truc, j'ai pas l'impression qu'il essaye d'être autre chose qu'un hommage. Donc ouais, j'ai pas été dérangé pendant l'heure et demie qu'il a duré, mais je le reverrai pas. Je pense que c'est pas une œuvre qui va marquer beaucoup de gens. Bon, pas la peine que je fasse un résumé sur ce que sont les guignols de l'info, je suppose. Des petits sketchs animés par des marionnettes parodiques sur les événements quotidiens. Et un jour, fut décidé d'en faire un téléfilm, histoire de fêter les 10 ans des Guignols. L'histoire, c'est que alors que tous les politiciens de l'époque arrivent sur leur lieu de travail, ils se rendent compte que les rues de Paris sont désertes et qu'il n'y a plus âme qui vive dans la capitale, à part eux. Un monde où les derniers survivants seraient les politicards. Le film est, à mon sens, pas exceptionnel, mais à sa décharge, la plupart de ses blagues visent le contexte politique des années 90. À cette époque, Chirac était président, Jospin était premier ministre, tout ça. Il y a quelques vannes qui sont sympas, mais je dois avouer que, à moins d'être particulièrement bien calé sur le contexte de l'époque, je pense que la plupart des vannes vont vous passer au-dessus, en fait. Et je trouve pas l'intrigue particulièrement intéressante. La révélation finale est sympa, mais en dehors de ça... non. Mon visionnage a été assez désagréable, et même si le film est assez court, j'ai quand même assez régulièrement combien de temps il restait avant la fin. Donc non, je vous le conseille pas. Dans la catégorie des films de tueur à gages, façon John Wick, Bloody Milkshake et tout ça, Polar a choisi de sortir la carte Mads Mikkelsen dans le rôle du personnage principal. Est-ce que ça en fait un bon film ? Non. Sans aller jusqu'à dire que c'est la pire bouse de tous les temps, je vois pas son intérêt. L'intrigue est que le héros doit bientôt partir à la retraite, mais comme son patron, un Gugus dépourvu de la moindre once de charisme, ne veut pas le lui verser, il va s'arranger pour le buter avant son 50e anniversaire. Déjà dans le genre magouille on a vu mieux. Ensuite, pas mal de scènes de combat sont assez molles, l'histoire est très prévisible et pas mal d'éléments font assez facile. Genre quand le héros est attaqué par des tueurs professionnels, t'as au moins 2 moments où tu te demandes soit comment il a fait pour deviner que l'attaque allait arriver, soit comment il a fait pour se TP à côté de la menace. J'ai fini le bousin, j'ai noté vite fait ce que j'en pensais, 2 jours après j'avais complètement oublié l'intrigue tellement il y a rien d'original. C'est un film qui n'est ni un shooter débile à mater pour le fun, ni un truc ultra serious business. C'est un modèle assez bâtard en fait, et franchement, le mélange prend pas. Le pitch, c'est qu'une catastrophe a brisé la Lune en deux et précipité des gravats sur la Terre, engendrant une quasi-apocalypse ainsi qu'un éveil à la conscience de la nature. Plusieurs siècles après, dans un monde où les humains essayent de vivre en harmonie avec la voiture, le petit Agito va découvrir une jeune fille du passé dans un caisson de cryogénisation. En général, j'aime bien les histoires avec une morale écolo. Sûrement parce que le béton, les humains et les buildings, j'aime pas des masses. Mais alors là, c'était un peu poussé. L'histoire est farouchement manichéenne. Tu devines qui est le méchant à la seconde où tu le rencontres. T'as beaucoup de choses qui pourraient être éclaircies, ou qui auraient mérité un peu plus d'attention. Ne serait-ce que la nature, représentée par des jumelles. Ok. Pourquoi ? Ça aurait aussi été bien de développer un peu plus ces personnages. Parce que clairement, tu regardes le film, pourquoi les protagonistes sont aussi liés l'un à l'autre, c'est uniquement parce que ça arrange le scénario. Littéralement, la gamine, Tula, elle a passé 2 jours dans la cité neutre, t'as l'impression que Agito est l'homme de sa vie qu'elle a passé des années à côtoyer. Il y a quand même 2-3 scènes qui sont assez cool, notamment la séquence du déraillement du train, ou encore celle du mitraillage de la montagne. Il y avait aussi la base ultime du méchant, qui est un volcan,
mobile. J'ai trouvé l'idée absolument géniale. Mais en dehors de ça, l'histoire est basique. Les personnages ne sont pas du tout attachants. Et le scénario n'a même pas le cran d'avoir des conséquences. Genre, à la fin, il fait mourir un des personnages principaux. Mais bon, il tient quand même à avoir un happy end. Donc il le ramène à la vie. Donc, si vous appréciez les fables écologistes simplistes, on va dire qui essayent d'imiter Ghibli, peut-être que ça peut vous plaire. Mais en vrai, Mononoke et Nausicaa, elles voient arriver Origins, elles te demandent c'est quoi cette daube. Donc ouais, c'est pas un très bon film, et je me suis bien fait chier en le matant. Et sans aller jusqu'à dire que la VF pue la merde, elle est assez médiocre, et aussi, embaucher des doubleurs adultes pour jouer des gamins, pas l'idée du siècle. Ah, aussi, évidemment, la fâcheuse tendance du héros à gueuler pendant un tiers du film le nom de sa bien-aimée, ça fait Toula, ça Toula, mais Toula, ferme ta gueule! Bref, je vous le déconseille. L'histoire est celle de Black Adam, super anti-héros de l'écurie DC Comics, qui est réveillé après un sommeil de 5000 ans dans notre monde. Le problème étant qu'il est un justicier un tantinet expéditif, ce qui va lui valoir de se faire intercepter par la Justice Society. Bah voilà quoi. À la base, j'ai vu la bande-annonce, j'avais très envie de voir le film. Ça me donnait même suffisamment envie pour refaire confiance au DCU. C'est dire. Ouais, je sais, faire confiance aux bandes annonces, idée de merde. J'y peux rien, je suis très sensible au trailer. Et quand il est sorti, plusieurs critiques ont pas hésité à le cataloguer comme un des pires, si ce n'était le pire film de 2022. J'irai pas jusque là, mais je crois que c'est un des films de super-héros les plus lambda et inintéressants que je connaisse. En fait, un truc dont je me suis rendu compte après visionnage, le film est à l'image de son grand méchant. Lambda, classique, déjà vu. Pas mal d'effets spéciaux et d'incrustations sont assez ratés. Pas tous, bien sûr, hein, les effets du Dr. Fate rendent assez bien, je trouve. J'aimais bien le pouvoir de Cyclone qui tourne sans arrêt sur elle-même avec plein de couleurs. Mais bon, vu que c'était mal filmé, il y a quelques incohérences. La psychologie des persos est à la ramasse. Je n'ai eu aucun attachement pour aucun d'entre eux. Si, pour le Dr. Fate. Parce que bon, c'est Pierce Brosnan. Et c'est lui qui apporte un côté très ironique et qui amène certaines blagues sans pour autant être un comic relief. Si j'ai rigolé à quelques reprises dans le film, c'est grâce à lui. Les combats sont incroyablement mous. Je comprends pas comment ils ont pu rater un truc comme ça. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je me suis fait chier pendant les combats. Vraiment, les scènes me défilaient sous les yeux. Il y avait rien. Il y avait pas d'effet wow, aucune chorégraphie, aucune manière de filmer un brin cool. Non, que dalle. Il y a une petite critique intéressante sur les États-Unis, avec les héros qui n'interviennent que quand il y a un truc vraiment important pour eux, mais pendant toutes les années où le Kandak a subi des invasions et des maltraitances, là par contre ils n'ont jamais bougé leur cul. Même pas Superman qui est censé intervenir partout dans le monde. Mais cette critique est pas très bien utilisée, et en fin de compte ne sert pas à grand chose. Ce qui est con parce que le principe du super-héros qui tue, c'est on peut faire énormément de bonnes choses avec. Ça pouvait amener une très bonne réflexion sur le sujet. Et c'est d'autant plus con que, dans les comics, le Kandak est une dictature, certes, mais c'est un état officiel. C'est pour ça que les États-Unis, et notamment les super-héros, ont légalement pas le droit d'intervenir. Sauf que là, t'as même pas cette excuse. Donc, est-ce que c'est le pire film de tous les temps? Non. Mais il a rien d'intelligent ni de très fun à proposer. Donc, très honnêtement, je vous le conseille pas. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, j'avais eu dans mes tops de jeux vidéo les Schtroumpfs Mission Malfeuille, qui m'avait tellement amusé que j'avais eu envie de redécouvrir l'univers des Schtroumpfs. Et dans le lot, je savais qu'il y avait des films live. Le premier est sorti en 2011, contient absolument tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire envoyer les personnages principaux, à savoir nos petits lutins bleus, dans notre monde. Évidemment pas en Belgique, ni en France, mais à New York, avec toute une sous-intrigue sur un couple qui est en lien avec une campagne marketing. Quel rapport avec les Schtroumpfs? Les Schtroumpfs en eux-mêmes sont assez pénibles et tête à claque. Le nombre de fois où ils enchaînent un tas de catastrophes, mais parfois
du niveau du Schtroumpf maladroit en fait. D'ailleurs, il y a tout un message sur le fait que les Schtroumpfs ne sont pas liés à ne sont pas verrouillés sur leurs caractéristiques principales. Mais du coup, tu bousilles tout l'intérêt des Schtroumpfs en fait. C'est un des points emblématiques, c'est qu'ils sont caricaturaux. Sinon, globalement, le film se veut être une comédie. Sur toute l'heure 45, j'ai dû rigoler 2 fois. Le reste du temps, j'étais poker face. L'histoire est inintéressante, les gags tombent très souvent à plat, les personnages sont transparents. Bon après je pourrais dire que la morale est gentillette et simpliste. Mais en même temps c'est un des seuls points qu'ils ont respecté de l'univers des Schtroumpfs, donc Ah oui, le point qui m'a le plus donné envie de me facepalm, les Schtroumpfs sont à la recherche d'une formule magique pour rentrer chez eux. Donc ils vont chercher dans une BD sur les Schtroumpfs. Et la formule est planquée dans les dessins. Oui. C'est ce niveau de nullité d'écriture. Alors ok, la BD est pas connue pour ses intrigues très profondes, mais enfin là quand même pour les Schtroumpfs, c'est insultant. Donc non, c'est un mauvais film, et s'il vous fait rire 2-3 fois dans toute sa durée, c'est pas rentable comparé à la nullité globale. Ok, je crois. Le film est l'adaptation d'une BD de Fab Caro et qui reprend pratiquement le même pitch. À savoir un acteur de comédie, dans la BD c'était un auteur de BD, qui se retrouve à ne pas avoir sa carte de fidélité sur lui pour faire ses courses, ce qui lui vaut d'être poursuivi comme le pire des fugitifs. Je tiens à préciser qu'en dehors de quelques extraits glanés sur le net, je n'ai jamais lu la BD de Fab Caro. Donc je me permettrai pas de la critiquer. Je vais uniquement parler du long métrage, et... qu'est-ce que c'est vide! Je suis quelqu'un qui adore l'humour absurde, comme les séries des Y a-t-il un flic, Hot Shot, Shaolin Soccer, ou La Cité de la Peur, parce que c'est un type d'humour qui joue avec les codes de la réalité et de la société, et réussit à faire rire en les détournant à l'extrême, parfois de façon complètement débile. Donc je m'attendais, devant Zai 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 Zai, à me marrer un minimum. Pas du tout. Si j'ai souri, souri 3 ou 4 fois pendant tout le film, c'est tout. Et en fait, à plusieurs reprises, quand les blagues avaient lieu, je me disais, ah ouais, je suis sûr que ça rendrait vachement bien au format BD. Mais en live, c'est nul à chier. Il y a aussi plusieurs blagues, peut-être que c'est moi qui les ai mal compris, mais ça faisait vraiment humour de boomer Facebook. D'ordinaire, dans un univers absurde, on a 2 solutions. Soit le protagoniste est le seul à avoir conscience du côté complètement délirant de son environnement, ce qui crée un décalage avec ses réactions, soit au contraire, il les assume à 100%. Ce qui là encore amplifie le côté what the fuck. Là, il y a une espèce de mélange assez bâtard. Parce que le mec comprend les aspects absurdes qu'on lui reproche, mais en même temps, il lui arrive des trucs où il est le seul à réfléchir de façon logique. Du coup, tu passes sans arrêt de l'un à l'autre, et tu sais pas où t'en es, tu sais pas où placer le héros. Un autre reproche que je ferai au film, c'est qu'il a un aspect très réaliste, qui fait souvent vachement sérieux, ce qui fait que, au lieu de créer un contraste marrant avec les situations absurdes, ça arrive juste à créer une dissonance. L'impression que ça colle pas. Alors après, je vais pas dire non plus que c'est une bouse intégrale, mais le film est pas drôle, et pour une comédie, ça la fout un peu mal. Donc très franchement, je ne vous conseille pas Zai 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 Zai. Oui, c'est très mauvais. Mais je m'attendais à tellement pire en fait. L'histoire concerne donc Ant-Man, qui apprend que sa fille Cassie, un petit génie elle aussi, ça commence à faire beaucoup de génie dans l'univers Marvel, a réussi à concevoir un portail vers le monde subatomique, où tous nos héros vont se retrouver projetés, et faire ainsi face au nouvel ennemi ultime des Avengers, Kang le Conquérant. On va se mettre d'accord tout de suite, j'aime beaucoup l'acteur qu'ils ont choisi pour incarner Kang, en oubliant les polémiques qui sont récemment sorties sur son compte. Je trouve que c'est un ennemi qui sait être calme et posé, et en même temps avoir de grosses crises de rage où il défonce tout le monde. Et vu que chaque univers possède sa version de Kang, ceux qui ne l'ont pas aimé dans la série Loki pourraient plus apprécier cette vision du personnage. Comme tout film Marvel, il y a évidemment des passages comiques, mais
je trouve qu'il n'y en a pas autant qu'on aurait pu le craindre. Là où dans un film comme Thor Love and Thunder, ça devenait vraiment envahissant et ça rendait le tout d'autant plus sans conséquence, là, Ant-Man est globalement plus sérieux que le dieu du tonnerre. Le film a le mérite de plutôt bien présenter le personnage de Kang et son histoire, et c'est vrai que son introduction est vachement bien faite. Tu vois le potentiel du personnage et à quel point il peut être redoutable. Tout ça, c'était les bons côtés. Passons aux mauvais. Déjà, pour rester sur Kang, si vous voulez garder le mystère sur un personnage qu'on ne présente qu'à la moitié du film, vous le montrez pas dans un flashback inutile dès les 5 premières minutes. Autre point avec Kang, c'est qu'il n'est qu'un humain. Dans les films comme dans les comics, il n'a aucun pouvoir, en dehors du fait qu'il vieillit très lentement. Mais en dehors de ça, toutes ses capacités spéciales viennent de son équipement. Parce que le mec est un génie de niveau Oméga. En dehors de ça, le mec a massacré plusieurs univers, il a pulvérisé plusieurs versions des Avengers, et en un film, il se fait humilier par Ant-Man. Il se fait mais complètement renverser son empire, mais d'un claquement de doigts. Et clairement, à plusieurs reprises, si Ant-Man gagne, c'est uniquement parce que le scénario l'a décidé. Par exemple, Kang a un système qui lui permet de faire de la télékinésie. Ou du magnétisme, j'avoue que je sais pas trop. Mais il pouvait buter Scott et Cassie d'un revers de main. Il n'utilisera plus jamais cette aptitude. Parce que c'était trop cheaté. Le cas des fourmis intelligentes aussi. Dès le début, on apprend que les fourmis du Dr Pym ont intellectuellement progressé au point de concevoir leur propre technologie. What? Si encore on avait dit que Pym leur avait mis des implants pour augmenter artificiellement leur intelligence, je dis pas. Mais là, non, même pour un Marvel, c'est absolument pas crédible. Il y a aussi tout un tas de problèmes au niveau de l'écoulement du temps. À plusieurs reprises, on sous-entend que le temps dans le monde subatomique ne s'écoule pas de la même manière que dans le monde réel. Sauf que Janet avait passé 30 ans dans le monde subatomique, pareil dans le monde réel. On sous-entend lors de l'absorption du groupe que les fourmis sont passées dans une faille spatio-temporelle qui leur a permis d'évoluer pendant des milliers d'années de leur côté. Par contre, les humains, eux, ils sont tous restés ensemble. Sacré coup de bol. Évidemment, ce qui a fait le plus réagir la communauté, MODOK. Nom de diable. Nom de diable. Alors, je vais spoiler, mais de toute façon, vous loupez pas grand-chose, hein, c'est le timecode comme d'habitude. MODOK est en fait le méchant sans charisme du premier Ant-Man, qui a été récupéré par Kang pour en faire son bras armé. En soi, pourquoi pas, ça aurait pu lui permettre de grappiller un minimum du prestige qu'il n'avait pas pu avoir dans le premier film. C'est raté. Non seulement le mec est pas plus intéressant que ça, mais il se fait encore plus humilier au passage. Et je parle même pas des effets spéciaux quand il monte son visage, c'est... Oh, mon diable que c'est moche. D'ailleurs, maintenant que j'en parle, les CGI... J'essaie de relativiser entre ce qui est vraiment mal fait et ce que moi je trouve moche. Globalement, l'univers entier passe, mais sans plus. C'est aussi un gros problème de l'univers subatomique, qui est censé être une dimension où les lois de la physique sont pas les mêmes que chez nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, les scientifiques s'arrachent les cheveux avec la physique quantique. Mais dans ce film, non. Mis à part des formes de végétaux et d'animaux un peu bizarres, toutes les formes de vie quantiques sont soit des humains, soit des humanoïdes avec 2 bras 2 jambes. Et qui ont des civilisations très proches de la nôtre. Je vous avoue que j'ai perdu tout espoir d'avoir de l'originalité quand j'ai vu qu'il existait des bars subatomiques avec de l'alcool quantique. C'est bon, là c'est mort là. On a droit à un caméo de Bill Murray dans le film. Franchement, je crois que le gars est juste venu pour toucher son chèque. Il a l'air d'en avoir rien à carrer de son rôle. De toute façon, le rôle est prévisible et inintéressant. Donc, d'une certaine manière, je le comprends. Et je vais terminer avec ma vraie grosse déception. Ça devient récurrent. Cassie Lang avait le potentiel pour devenir la nouvelle Ant-Man. Ant-Girl en l'occurrence. Et Disney aurait pu se permettre de faire un passage de flambeau assez touchant avec Scott qui justement transmet le statut officiel à sa fille. En montrant Scott justement se sacrifier pour réussir à vaincre Kang. Mais évidemment que non! Il fallait obligatoirement une fin bisounours! Au point d'avoir l'épilogue où Scott se met à flipper en réfléchissant aux menaces sorties par Kang. Est-ce qu'on va tous mourir? Est-ce que j'ai condamné l'univers? Oh, c'est sûrement rien.
Donc voilà, Quantum Mania, un film qui avait un vrai gros potentiel, et en fin de compte, c'est juste un blockbuster laid, con, sans originalité et sans saveur. Donc je vous en déconseille très fortement le visionnage. La nostalgie, si elle est bien utilisée, peut permettre la résurrection de certaines franchises. Je vais pas vous dire que j'ai adoré le reboot de 2017 de Power Rangers, je l'ai pas détesté non plus. Au-delà de l'aspect mercantile et irrespectueux du matériau de base que sont les Power Rangers, à la base, si vous savez pas, Power Rangers, ce sont de vraies séries de Sentai japonaises sur lesquelles les États-Unis ont collé des éléments de sitcom à l'américaine. Ça a été une très longue série qui a commencé en 1993 et techniquement qui continue toujours aujourd'hui. Et pour les 30 ans du bousin, a été décidé de ramener tout le cast originel, du moins une partie, pour en faire un film. Bon, en termes de film, c'est plus un épisode spécial de 58 minutes. Alors, qu'est-ce que ça vaut ça joue à fond la carte de la nostalgie. On fait ressortir des lieux emblématiques, on ramène les anciens acteurs. Enfin, ceux qui sont encore vivants, donc Exit, Trini et Tommy. Et pas question non plus de montrer Jason ou Kimberly, qui avaient probablement envie de privilégier leur propre carrière. D'ailleurs, j'ai été surpris de revoir Billy, parce que pour ce que j'en sais, l'acteur subissait pas mal de harcèlement en raison de son homosexualité. Faut croire que le mec est pas rancunier. Ou alors il a vraiment aucune autre opportunité dans le métier. Et très franchement, je crois que c'est ça le problème. Parce que le mec joue mal. Il joue extrêmement mal. Je sais pas s'il est mauvais acteur ou s'il a subi une paralysie faciale ou autre chose, mais alors faire passer des émotions, c'est pas son truc, hein. Et globalement, c'est le reproche qu'on pourrait faire à ce film. C'est juste un épisode spécial d'une série un peu moisie et pas très sérieuse. Il y a quelques scènes de combat qui sont pas trop mal, ça casse pas trois pattes à un canard mais ça a le mérite de pas être chiant. Le scénario ne vole pas particulièrement haut et ne cherche pas à être particulièrement intelligent. Il laisse entendre quelques thèmes moraux parmi les plus basiques qu'on puisse imaginer. Donc non, franchement le visionnage ne vaut pas le coup. Même la nostalgie ne suffit pas à le sauver. On est vraiment dans un moyen métrage ultra bas de gamme. Les CGI sont assez pourris, notamment avec le Megazord. Et autant je peux comprendre la volonté de remettre des cascadeurs dans des costumes bien cheapos, mais non, je suis désolé, tu peux pas présenter ça comme un film de qualité. Le seul bon côté, c'est que ça dure moins d'1 heure. Bordel. Pardon. Oh bordel, qu'est-ce que c'était chiant. Le pitch, c'est qu'on va suivre Coluche, qui incarne Loulou Dupin, un beauf dragueur raciste et pas ben fut-fut, qui va se retrouver au contact de terroristes, qui ont notamment l'intention de tout faire pour libérer un des leurs, quitte à devoir zigouiller le personnage principal. J'aime bien Coluche. J'ai souvenir d'avoir beaucoup ri avec pas mal de ses films. Notamment Inspecteur la bavure, 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ, ou L'aile ou la cuisse. Et c'était des comédies effectivement drôles. Et parfois t'avais carrément des petites piques sur le social qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Je crois que je me suis rarement autant fait chier devant un film avec Coluche. Déjà, ils lui ont collé une teinte blond peroxydé qui est absolument dégueulasse. J'avais aucune empathie pour le personnage. T'as pas mal d'éléments d'intrigue qui apparaissent comme ça sans prévenir et qui redisparaissent aussi secs sans avoir la moindre utilité. Genre le coup des louis d'or par exemple. Pareil pour le titre du film. Avec un nom comme « La vengeance du serpent à plumes » et une voix off qui vous introduit le long métrage en racontant un élément du folklore méso-américain, tu t'attends un petit peu à ce que ce soit l'intrigue principale. Pas du tout. En fait, tu découvres à la fin que les terroristes ont planqué une bombe dans la statue du serpent à plumes. C'est tout. En gros, le titre est un énorme spoiler. Sans déconner, le film aurait pu s'appeler « Un trou-duc de Paris à Mexico » que ça aurait rien changé. Les blagues ne sont absolument pas drôles. J'ai dû sourire une fois de tout le film, et après je suis replongé dans le désintérêt le plus total. À un moment, les héros se font poursuivre en moto par Jésus et ses apôtres. D'ordinaire, tu entends une phrase comme ça, tu te dis « Putain, ça doit être le délire complet !» Non, ça dure 30 secondes à tout casser et ce n'est absolument pas drôle. Il y a ça aussi, le film dure 1h50. Et bien c'était tellement lent. Je regardais l'heure toutes les 10 minutes.
À un moment, t'as une scène où des cavaliers mexicains s'attaquent à un convoi de prisonniers. Cool! Un peu d'action! Non! C'est tout aussi mou que le reste! Et en plus, ils ont mis du ralenti, je sais pas, peut-être qu'ils trouvaient que ça bougeait trop vite! Pour finir sur le social, à un moment, le personnage de Coluche essaye de faire un petit discours comme quoi, pour expliquer qu'il a compris les rebelles, les raisons de leurs gestes. Ça aurait pu marcher si ça avait duré plus d'une minute, et si ça avait été dit par un autre personnage. Et pour finir, la magnifique gonzesse sur laquelle fâche Loulou, qui est une terroriste qui déteste ce mec et n'a aucun respect pour lui, a raison, je vous rappelle, on parle d'une idéaliste qui veut aider les plus démunis, et qui est prête à tout sacrifier, y compris son honneur, pour sa mission. Et elle finit par tomber amoureuse de celui qu'elle traitait, à raison là encore, de gros beauf égoïste et sans intérêt. Franchement, non. Le film est mauvais. Je pourrais même pas vous dire que vous pouvez le mettre pour vous occuper, non. Là, ça m'a aspiré une partie de mon énergie vitale. Donc, un conseil, fuyez-le. Mon diable, que c'était nul! Oh là là. L'histoire, le film vous spoil lui-même dès les premières minutes, donc je vais pas m'efforcer de faire mieux. Suite à un harcèlement survenu 25 ans plus tôt, la fille de la responsable de ces harcèlements et ses amis vont se faire manipuler par l'ancienne victime, désireuse de se venger. C'est typiquement le téléfilm de l'après-midi pour occuper la ménagère sans risquer de la choquer. Non seulement c'est un métrage bas de gamme à tous les niveaux, que ce soit dans la technique ou dans le jeu d'acteur, sans parler du fait que il y a zéro suspense. Dès le début, on sait qui est la méchante, on sait pourquoi elle agit. Bon, il y a un léger twist à la fin, mais si vous avez 2 neurones actifs, vous l'avez vu venir à 30 km. Mais il se paye également le luxe d'être régulièrement incohérent. Par exemple, la méchante s'attaque à la fille de la harceleuse. Ok. Mais dans ce cas, pourquoi s'en prendre aussi à ses amis, qui n'ont strictement rien à voir avec cette histoire? Bref, c'est très mauvais, au point que j'ai envie de dire que les séquences de cheerleading, où les héroïnes font jouer leur plastique, étaient les seuls et uniques moments qui me tiraient du coma. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai vu le bousin, j'ai vu le grain d'image, la manière dont ça se passait et tout, j'étais persuadé que ça avait dû sortir en 2010, dans ces eaux-là. Non, il date de 2021. Traduction, je vous déconseille le visionnage, c'est nul à chier. Vous savez, des mauvais films, j'en ai déjà vu. J'en ai déjà vu plein même. Ce film n'est pas mauvais. Il est juste pourri. C'est un ramassis de poncifs et de tout un tas de scènes ultra déjà vues. Un copier-coller de tout ce qui se fait de plus basique dans les slashers. Une menace extrêmement redoutable. Un groupe de jeunes victimes très explicite. La bimbo, le geek, le sportif. Les premiers à baiser sont les premiers à crever. Et la final girl qui réussit à s'en sortir un petit peu par miracle. Du coup, je crois que je vous ai spoilé absolument toute l'intrigue du film. En gros, des jeunes sont envoyés dans un camp de trekking pour se désintoxiquer des portables, réseaux sociaux et tout le tralala. Entre parenthèses, si vous pensez qu'un junkie peut se désintoxiquer en une semaine, vous êtes sacrément optimiste. Pour le coup, la menace est originale, mais quand tu vois le niveau de débilité du film, tu regrettes que ce soit pas aussi cliché que le reste. En gros, c'est 2 enfants qui ont été transformés en monstres cannibales par une météorite qui contenait un fluide alien. Bravo. Je sais pas, quitte à prendre une explication aussi what the fuck, autant prendre le truc complètement à revers et assumer le délire jusqu'au bout. Un truc qui m'a bien fait me foutre de la gueule du film, c'est que les menaces sont 2 grands gaillards de 2 mètres pour environ 150 kilos. Ils réussissent à se taper à côté de leur proie, sans faire le moindre bruit. Au début, j'ai choisi ce film parce qu'il était d'origine polonaise. Parce que c'est bien de pas regarder que des trucs français ou américains. Ouais, je pense que c'est la dernière fois que je choisis un truc en fonction de sa nationalité. Le film dure 1h40. J'avais déjà l'impression de perdre mon temps au bout de 20 minutes. Mais le pire, c'est que ce film, ce n'était que la partie 1. Il y a eu une suite en 2021. Quand je pense qu'il existe une quantité hallucinante de scénarios et d'histoires intéressantes et passionnantes qui galèrent à se faire connaître, et parallèlement ce genre de daube,
réussi à avoir une suite. Et le pire, c'est que quand je regarde un mauvais film, je rage sur les incohérences, je gueule dessus. Là, c'était juste nul et chiant. Donc, si on vous propose de le mater, fuyez. Je l'attendais ce film. Vraiment. Comme pour Black Adam, la bande-annonce me faisait espérer. Pour Flash? Non. Pour le retour de Keaton en Batman? Non plus. Pour Supergirl, il y a eu une grosse polémique sur le choix de l'actrice, parce qu'elle est latino, et parce que d'ordinaire, Supergirl est censée être blonde. Perso, je vois pas le problème. Je vous rappelle que dans les comics, Barry Allen aussi est censé être blond. Au contraire, je trouvais son design cool, elle est plutôt bonne actrice, elle sait être badass et charismatique. C'était la seule et unique raison pour laquelle je voulais voir le film. L'histoire est que Barry Allen vit son origin story en foutant complètement en l'air la timeline et introduit le multivers alors que le DCEU n'a même pas réussi à faire un premier monde cohérent. Et c'est sans compter sans toutes les manigances de Warner qui a décidé de complètement plomber l'univers sans réfléchir. Même si l'explication de pourquoi on a droit à un nouveau Batman et une nouvelle version de Superman, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Logique comics, bien sûr, mais ça sort pas de nulle part. C'est pas un truc radicalement incohérent comme dans No Way Home. Il y a même quelques clins d'œil à d'autres univers qui sont plus ou moins appréciables. Ça dépend de votre cinéphilie et de votre niveau de morale par rapport à utiliser des acteurs morts depuis un certain temps. Mais tout est gâché par le visuel. Les effets spéciaux sont hideux. Oh putain. Vous arrivez dans les chronosphères, c'est immonde. Les personnages en images de synthèse sont à peu près aussi moches que le roi Scorpion dans le Retour de la Momie. Sauf que le Retour de la Momie, il est sorti en 2001. En fait, le seul effet qui est très bien, c'est le fait d'avoir deux Barry Allen à l'écran. Ça, effectivement, ça fait pas un pli, j'ai pas remarqué un seul ratage à ce niveau. Mais vu le sacrifice demandé, je sais pas si ça valait le coup, en fait. En dehors de ça, l'histoire est pas très intéressante et assez prévisible. Le combat de Supergirl contre Zod était le seul truc qui avait réussi à relever mon intérêt. Et encore, vu qu'ils réussissent l'exploit de la faire passer non pas une, mais 2 fois au statut de princesse en détresse, allez vous faire foutre, j'en ai marre. Il y a aussi énormément de facilité scénaristique et d'incohérence. Par exemple, truc très con, Supergirl vient d'être libérée, mais elle refuse de sauver l'humanité. Ce qui est un peu logique vu que ce sont des humains qui l'ont capturée et séquestrée pendant des années. Elle file donc rejoindre Zod, dont elle sait pertinemment que c'est un monstre capable de massacrer des milliards de personnes. Elle le voit buter des soldats. Ça la choque au point qu'elle revient pour aider les héros. Bah oui, parce que sinon il n'y a pas de film. On ajoute beaucoup d'humour lourdingue, histoire de bien montrer à quel point les héros sont ridicules. Qu'on fasse une ou deux blagues aux dépens d'un super-héros, je comprends, parfaitement même. Mais là c'est de l'acharnement à force. Et là c'est lourd. Par exemple, y a une blague sur une dent pétée. Tu comprends pas d'où ça sort, c'est le... T'as le héros qui se la recolle aussi sec avec de la super glue, plus personne n'en reparle, et à la fin du film, elle retombe. C'était vraiment une blague? C'était censé être drôle ce truc? Bref, le scénario est mauvais, le film est moche, long et pas entraînant, c'est un divertissement ultra bas de gamme, et je vous déconseille très fortement le visionnage. Si j'étais autant fan de DC que de Marvel, peut-être que le film m'aurait encore plus énervé. Mais là, il m'a juste emmerdé en fait. J'aurais juste envie de croiser les doigts pour la pauvre Sasha Calle, pour qu'elle ait droit à un vrai rôle de Supergirl, et pas dans une bouse mercantile de ce genre. Mais en dehors de ça, il y a rien à sauver dans ce Flash. C'est une perte considérable de temps et d'argent. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour les flops des films de 2023. Si tout va bien, le top des films de 2023 sortira dès demain. Du coup, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Ciao. Mélusine. Et pour finir, n'oubliez pas que même si j'ajoute... c'est pour ça que les plus basses places... c'est pour ça que les plus basses places... Les plus basses places du flop... C'est pour ça que les plus basses C'est pour ça que les plus basses places... Je vais pas y arriver. Première chose que j'ai fait... Mais pour moi c'est non. Je le reverrai pas. Bon, mon bébé. Numéro 18. Angel Heart, 1987. Bon, mon bébé.
c'est trempé en plus. Oh là là, il est trempé le bébé. Il y a juste eu il y a juste eu ah putain. L'histoire est celle de Stuntman Mike. L'histoire est celle de Stuntman Mike. L'histoire est celle de Stuntman. L'histoire est celle de Stuntman Mike. L'histoire est celle de Stuntman Mike. Putain. L'histoire est celle de Stuntman Mike. L'histoire est celle de Stuntman Mike. Putain, j'ai réussi. Gardez les yeux fermés, ça marche. Sa voiture ultra protectrice. Donc, sa voiture ultra protectrice. Donc, sa voiture... embaucher des doubleurs adultes pour jouer des gadins. Le problème étant qu'il est injustifié. Injustifié, oui, bien sûr. Ce qui, du coup, au lieu de créer un contraste marrant avec les situations... Putain. Il a pulvérisé plusieurs versions des... Et la Final Girl qui réussit à s'en sortir. Et la Final Girl qui réussit à s'en sortir. Entre parenthèses, si vous pouvez. Le film dure 1h40. J'avais déjà l'impression de perdre mon temps au bout de 10 minutes. Bon, mon bébé. Ah bah c'est parfait. C'est parfait, si tout le monde est rentré. On se calme là-haut. Et le seul qui a relevé mon intérêt, le combat de Supergirl contre... Et encore, vu qu'il réussit sa... On se calme. Puisqu'ils réussissent l'exploit de faire passer Supergirl, non pas une... Balou. Mais l'usine, laisse Balou tranquille.